Ma sœur a emprunté ma villa pour organiser sa fête d'anniversaire. Le lendemain matin, elle est arrivée avec une équipe de déménagement et a dit « Cette villa m'appartient maintenant, je n'ai pas discuté parce que j'avais un avocat prêt. Bonjour, je m'appelle Delarano et le mois dernier, ma sœur a essayé de me voler ma maison. Elle n'est pas entrée par effraction avec un pied de biche. Elle a utilisé du gâteau, des compliments et une liste d'invités sur laquelle mon nom manquait. Et tout a commencé par un texto. Le message est arrivé juste après le lever du soleil. Alors que le lac à l'extérieur de ma fenêtre de cuisine était encore une feuille de verre ininterrompue, la brume flottait sur l'eau comme un secret trop têtu pour s'estomper. Je me tenais dans ma robe de chambre, remuant de la crème dans mon café lorsque mon téléphone a vibré 2 fois contre le comptoir en granit. Le nom s'est allumé sur mon écran comme un vieux bleu pressé trop fort. Valora. Et Serette, je peux utiliser la villa pour mon anniversaire? Juste une nuit, je te jure. Seulement quelques amis, promis de la laisser impeccable. J'ai relu 3 fois. Chaque fois, la même sensation de serrement s'enroulait autour de ma poitrine. Pas de la peur, pas de la colère, quelque chose de plus ancien, de plus silencieux, le genre de douleur qui ne s'annonce pas avec des arêtes vives, mais qui s'installe, comme de l'humidité dans vos poumons. J'ai verrouillé l'écran et je suis retourné vers le lac. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas juré. Je suis juste resté là, aussi immobile que l'eau à l'extérieur, attendant que le malaise passe. Il n'est pas passé, car avec Valora, juste une nuit, ne signifiait jamais une nuit. Une faveur de sa part n'était jamais une transaction. C'était une audition silencieuse, un test pour voir combien d'espace j'étais encore prête à faire et combien de moi j'étais prête à effacer dans le processus. Le café avait un goût fade. Je l'ai bu quand même, debout dans le silence de la maison que j'avais construite de mes propres mains. Chaque recoin portait la marque de mon travail. La fissure sous le tapis près du réfrigérateur, cachée maintenant, mais je m'en souvenais. J'ai carrelé ce sol moi-même après le tremblement de terre du printemps dernier. Les jointures éraflées, les genoux enflés. Personne n'avait offert son aide. C'était ça, le problème d'être la plus forte. On devient invisible. Mon téléphone a de nouveau sonné. Je n'ai pas eu besoin de regarder pour savoir qui c'était. Maman. Je l'ai laissé sonner une fois de plus avant de répondre. Salut, maman. Bonjour, ma chérie, dit-elle, sa voix sirupeuse et chaude. Valora t'a contacté? Droit au but. Pas de petite conversation, pas de faux semblants. Je n'ai rien dit. Elle traverse une mauvaise passe. Tu sais, le bail n'a pas abouti. Ce petit ami, eh bien, tu sais comment elle est. Pauvre petite. Toi, par contre, tu t'en sors si bien. Et cette grande maison, toute seule. J'aurais pu dire, j'ai gagné cette maison. J'aurais pu dire, tout comme ma solitude. J'aurais pu lui rappeler que je n'avais pas demandé de compagnie depuis des années. Mais au lieu de cela, j'ai dit, je vais y réfléchir. Oh, mon bébé, tu as toujours été la plus forte. Valora est juste. Elle n'est pas bâtie comme toi. Le voilà. Le compliment déguisé en comparaison, le couteau enveloppé de velours. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Si je restais, elle se parlerait à elle-même en me lançant d'autres coups de poignard au son doux. Je connaissais trop bien ce rythme. Louer Valora pour avoir survécu à son chaos. Puis me louer pour avoir survécu à Valora, comme si c'était des exploits égaux. Le reste de la matinée, j'ai déambulé dans ma propre maison comme une étrangère. Les yeux balayant des détails que j'ignorais normalement. La tache sur la rampe en verre. La façon dont la lumière frappait les cadres de croquis dans le hall. Chaque impression était un morceau de mon passé. Des plans, des élévations, des dessins architecturaux de cette même villa. Le rêve qui n'avait autrefois vécu que dans le crayon et le vélin. À 36 ans, j'avais passé mon dernier anniversaire à travailler. Pas de gâteau, pas d'appel, juste moi et un modèle 3D d'un balcon en porte-à-faux qui refusait de s'équilibrer. La même semaine, Valora était apparue sans prévenir, pleurant sur mon canapé à propos d'une « situation chip » ratée. Elle est partie 2 jours plus tard avec la moitié de mes serviettes et tout mon lait d'amande. Pas d'excuses, pas de merci, juste la légère trace de son parfum et le silence d'un réfrigérateur vidé. Cette nuit-là, je suis entré dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Son texto brillait encore sur l'écran, emoji et tout,
comme un clin d'œil d'une version plus jeune d'elle-même. Celle que je suivais partout dans des suites à capuche trop grand, désespérée d'être remarquée. Bien sûr, juste une nuit, j'ai appuyé sur envoyer. Non pas parce que je la croyais, mais parce que je savais déjà. Dire non me coûterait plus cher que de dire oui. 4 jours passèrent, des jours calmes. Puis l'email est arrivé. Sujet, disposition finale de l'événement. Le genre de titre qui suppose que des décisions ont déjà été prises. Je l'ai ouvert. Il y avait des rendus, des pages entières. Des tours de champagne, une scène surélevée pour de la musique live, une structure de tente en verre s'étendant sur tout le jardin, enfermant la terrasse de la piscine dans des guirlandes lumineuses et une esthétique soignée, des foyers, des coins salons, des cocktails signatures. Ce n'était pas une réunion d'anniversaire. C'était un événement. J'ai fait défiler jusqu'en bas. Mon nom n'était nulle part, mais dans le coin inférieur du dépliant, en italique gris de bon goût, la ligne me fixait. Propriétaire, Valora Mantro. Pas, fille d'anniversaire. Pas, invité d'honneur. Propriétaire. Je l'ai lu 3 fois. Le mot a atterri comme une gifle. Rapide, nette, froide. Je n'avais pas approuvé de liste d'invités. Je n'avais même pas dit combien de personnes pouvaient venir. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais déjà été effacé. Valora n'avait pas emprunté ma maison. Elle l'avait revendiquée. Et je savais, avant même de fermer l'ordinateur portable, que ce n'était pas à propos d'une fête. Ça ne l'avait jamais été. C'était un message, une déclaration, un test de territoire masqué en célébration. Et moi, Delara, je venais d'échouer au test en le réussissant. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai regardé le plafond, traçant la fissure capillaire dans le plâtre. Celle que je n'avais pas encore réparée. Celle qui me rappelait que, peu importe la solidité des fondations, la pression trouve la faiblesse. Et Valora savait toujours exactement où appuyer. Le matin de la fête sentait la pluie qui n'est jamais venue. L'air du désert retenait son souffle, et moi aussi. Je me suis garé à un pâté de maison, mon café encore à moitié plein, car je ne savais pas si j'entrais dans une célébration ou un vol. De l'extérieur, ma villa semblait inchangée. Lignes épurées, stuc pâle, un reflet de calme. À l'intérieur, je pouvais déjà entendre des rires qui n'étaient pas les miens. Le premier pas à travers la porte, c'était comme entrer dans la maison de quelqu'un d'autre. Mes pieds nus ont rencontré du marbre froid au lieu du tapis que j'avais choisi l'automne dernier. Les bougies aux agrumes que j'aimais avaient disparu, remplacées par quelque chose de floral et de sucré. Le genre d'odeur qui s'accrochait à tout ce qu'elle touchait. Je me suis figé dans le couloir. Mes photos de famille manquaient. Chaque cadre qui avait autrefois bordé la table d'entrée, ma remise de diplôme, la vieille partie de pêche de papa, même celle de maman nous tenant toutes les 2 enfants, disparu. À leur place, un long miroir doré était appuyé contre le mur, captant mon reflet et le rire de quelqu'un d'autre derrière moi. Je me suis retourné. Le salon était méconnaissable. Les meubles avaient été réarrangés en sièges de style salon. Des ballons blancs et dorés pendaient du plafond. Une enseigne au néon au-dessus de la cheminée brillait en cursive. La nuit de Valora. Mes coussins brodés, des heures de travail minutieux, avaient été jetés dans un placard à linge, maintenant rempli de fournitures de traiteur. Les initiales brodées dépassaient comme un rappel que j'existais encore quelque part dans les marges. J'ai murmuré. Ça sentait son huile de lavande, le champagne, ce mélange étrange de chaos et de confiance. Mais surtout, ça sentait le genre de certitude que seule Valora possédait. La certitude que le monde lui ferait de la place, même si elle devait pousser quelqu'un dehors. J'ai pénétré plus profondément à l'intérieur. La poterie de ma grand-mère, la bleue de sa succession, avait disparu de la cheminée. Je l'y gardais depuis le jour où j'avais emménagé. C'était la première chose que j'avais déballée, la dernière chose que j'aurais jamais pensé bouger. À sa place pendait une photo encadrée brillante. Valora en robe à paillettes entourée de personnes que je ne reconnaissais pas. La légende en dessous, en lettres argentées, célébration de la vie, de la lumière, de l'héritage de Valora Mantro. Héritage. J'ai failli rire. Sur le comptoir, des dépliants d'événements imprimés, épais et brillants. Aucune mention de moi. Pas organisé par, pas grâce à, juste domaine privé de Valora. J'en ai pris un, je l'ai retourné. Le logo d'un organisateur d'événements local brillait dans le coin.
Je l'ai reconnue. Haut de gamme, cher. Elle n'avait même pas demandé à utiliser mon espace avant de signer le contrat. Le bruit de verre qui teinte m'a fait me retourner. Une jeune femme, peut-être 20 ans, s'est précipitée vers moi avec un presse-papier. Elle avait l'air nerveuse, comme si on lui avait dit de ne pas parler à moins qu'on ne lui parle. Madame Valora voulait que l'éclairage soit chaud pendant son discours, dit-elle en scannant sa liste. Serez-vous debout à côté d'elle pendant le toast? Discours, ai-je demandé trop doucement. Son stylo se figea à mi-vérification. Elle ne vous l'a pas dit? J'ai secoué la tête. La fille a balbutié quelque chose sur le fait de vérifier avec le coordinateur et s'est précipitée, ses chaussures grinçant sur le carrelage poli qui était autrefois le mien. Je suis resté là, essayant de me souvenir quand j'avais accepté tout cela, quand j'étais passé de propriétaire à figurante. C'était peut-être arrivé lentement. Chaque faveur, chaque petite reddition jusqu'à ce que tout ce qui restait de moi soit l'espace qu'elle remplissait. Je pouvais sentir la musique commencer à monter dans la pièce voisine. Les invités avaient commencé à arriver tôt. Une vague de parfums et de bavardage s'est infiltrée. J'ai reconnu quelques voix. Celle de maman, joyeuse et affairée. Elle est si généreuse, disait maman, de laisser Valora utiliser l'endroit pour son grand jour. Laisser, comme si j'avais ouvert la porte avec un sourire et lui avais remis ma maison avec une révérence. Un flash de mémoire est venu, vif et brillant. Mon 18e anniversaire. Pas de ballon, pas de musique. Un cupcake de station-service posé dans le réfrigérateur avec un mot collé sur le couvercle en plastique. N'oublie pas d'éteindre le four. Maman avait travaillé en double. Valora, 12 ans à l'époque, avait mangé la moitié du cupcake avant que je ne rentre à la maison. Je suis allé à la cuisine. Mes mains ont tracé le bord du comptoir que j'ai conçu moi-même. Chaque courbe et chaque coupe avait une histoire. Le marbre était importé. J'avais économisé pendant des mois. Je pouvais presque entendre ma version plus jeune expliquer la vision à l'entrepreneur. Simple, intemporel, construit pour durer. Mais maintenant, même l'air semblait emprunté. Le coordinateur de l'événement, un homme en costume trop serré aux épaules, m'a jeté un coup d'œil. Pouvez-vous garder les invités hors de la cuisine, s'il vous plaît? Nous nous préparons pour les traiteurs. J'habite ici, ai-je dit doucement. Il a cligné des yeux, confus, puis a hoché la tête comme s'il ne me croyait pas, bien sûr, madame. Mon erreur. Je n'étais pas en colère. Pas encore. La colère viendrait plus tard. Net et propre. Pour l'instant, je me sentais juste invisible. Je suis retourné dans le couloir, je me suis glissé dans mon bureau. La seule pièce qui n'avait pas encore été envahie. Mon ordinateur portable était sur le bureau où je l'avais laissé. L'écran brillait faiblement avec des emails non lus. J'ai cliqué pour ouvrir le message original de Valora. Rien sur un discours. Rien sur la restauration, les photographes ou une scène. Puis mon regard a attiré l'onglet de navigateur ouvert dans le coin. Une page marketing. Valora Mantro vous invite à son domaine. Ma gorge s'est serrée. J'ai fait défiler vers le bas. Des photos de ma villa prises sur ma page de médias sociaux, rebaptisée à son nom. Une notification a retenti. Un autre texto de maman. Sois gentil aujourd'hui. C'est son moment. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Ce n'était pas seulement une fête. C'était une répétition pour un effacement. Les invités ont commencé à applaudir depuis le patio, et le son a traversé les murs comme un tonnerre. J'ai fermé mon ordinateur portable, éteint les lumières et me suis appuyé contre le bureau. La pièce sentait légèrement la poussière et le café. Familier, toujours à moi, pour l'instant. Je n'étais pas sûr de savoir quand j'avais perdu le droit de décider qui franchissait ma porte d'entrée ou qui pouvait appeler un foyer. Mais je savais ceci, au moment où je suis entré, j'étais déjà une invitée dans ma propre vie. Le son des rires traversait le couloir comme un parfum, léger, coûteux et suffocant. Je me tenais dans l'ombre du garde-manger, invisible, comme je l'avais toujours été dans cette famille. À travers l'ouverture du rideau, je regardais des gens que je n'avais jamais rencontrés siroter du champagne sous mon toit. Leurs verres captaient la lumière chaude qui se déversait des luminaires que j'avais conçus. Chaque ampoule était tamisée à la perfection pour les photographies. Valora se tenait au centre de la foule, radieuse en paillettes, le bras accroché à celui de maman. Elle ressemblait à des reines saluant leur cour.
Un invité près de la cheminée leva un verre. Valora, cet endroit est tout simplement incroyable. L'as-tu conçu toi-même? Elle sourit. Ce sourire lent et calculé qu'il avait tiré de plus de problèmes que je ne pouvais en compter. On pourrait dire que c'est une manifestation, dit-elle. Ni un mensonge, ni la vérité. Juste assez pour que tout le monde suppose qu'elle avait construit quelque chose digne d'admiration. Le tapis que j'avais acheté après mon premier contrat solo avait disparu, enroulé et caché quelque part. La poterie de ma grand-mère, celle qu'elle m'avait laissée spécifiquement, avait disparu. Une enseigne au néon était maintenant accrochée au-dessus de la cheminée, rose et cursive, et plan, le Havre de Valora. J'ai senti les mots me presser les côtes comme un bleu. Le Havre de Valora. Je n'avais pas de havre. J'avais une hypothèque. J'ai pénétré plus profondément dans la pièce, assez silencieusement pour ne déranger personne. Les invités se déplaçaient autour de moi sans me remarquer. L'air sentait le parfum cher et l'ambition. Ça sentait elle. Maman m'a aperçu à travers la foule mais n'a pas fait de signe de la main. Elle s'est retournée rapidement, riant de quelque chose qu'un des voisins a dit. Pendant un instant, je me suis demandé si elle ressentait même une lueur de honte. Mais non, elle avait toujours cru que je pouvais prendre soin de moi. La forte, la fiable, celle qui n'avait pas besoin de voir à la table parce qu'elle était trop occupée à la nettoyer. Un souvenir a refait surface. Valora a 10 ans, tenant mon trophée de science devant sa classe, prétendant que nous avions construit le projet ensemble. Le professeur avait souri. La classe avait applaudi. Je n'avais pas dit un mot. À l'époque, je me disais que ça n'avait pas d'importance. Qu'un jour, la vérité se suffirait à elle-même. C'était avant d'apprendre à quel point il est facile de réécrire une histoire quand personne ne se bat pour la garder droite. Je me suis dirigé vers la cuisine où le personnel de restauration s'affairait autour des plateaux d'amuse-gueule. Ils portaient des chemises noires assorties avec des lettres argentées dans le dos. Équipe V. J'ai fixé les mots jusqu'à ce que l'un d'eux me remarque. Oh, désolé, madame, dit-il rapidement. Personnel seulement au-delà de ce point. J'habite ici, répondis-je, la voix basse. Il cligna des yeux, incertain. Bien sûr, mon erreur. Il se détourna, m'oubliant déjà. Chaque recoin de ma maison portait maintenant ses empreintes digitales. Même la climatisation avait été baissée de quelques degrés de trop, comme elle l'aimait. La douleur n'est pas venue comme un coup de poignard. Elle est venue comme un fil de fer se resserrant autour de ma gorge. Lentement, précisément, délibérément. Une jeune femme avec un casque est apparue à côté de moi. Sa voix était vive et pleine d'excuses. Excusez-moi. Pourriez-vous vous déplacer juste un peu vers la gauche pendant la séance photo? Madame Valora ne veut pas que la cuisine soit visible sur les photos. Je la fixai. Je ne suis pas du personnel. Elle se figea, les joues rougissant. Oh, dit-elle. Tout le monde debout ici faisait partie de l'équipe. J'ai hoché la tête une fois et je me suis écarté. Mon silence portait plus de poids que n'importe quel argument. J'avais passé des années à crier dans le vide, mais ils ne me renvoyaient que la responsabilité. Ce soir, je laisserai leur bruit remplir l'espace. Je le récupérerai plus tard, tranquillement, complètement. Je me suis dirigé vers le couloir en direction de mon bureau. La porte grinça en s'ouvrant juste assez pour que je puisse me glisser à l'intérieur. La lampe de bureau brillait sur des piles de courriers, intactes. Ma chaise avait été légèrement déplacée du centre, comme si quelqu'un s'y était assis. Sur le siège se trouvait un programme imprimé. En haut, en lettres grasses, célébration du domaine privé de Valora Montreux. Le titre s'est brouillé une seconde. Mes yeux ont suivi les lignes de l'itinéraire. Heure du cocktail, discours, toast, séance photo. J'ai tourné à la dernière page et je l'ai vu là, souligné, séance photo de presse. Brouillon de légende. Une femme d'affaires dans son domaine de rêve. Femme d'affaires, domaine de rêve. J'ai laissé échapper un petit rire qui ressemblait plus à une expiration. Mes doigts ont effleuré le papier, sentant la légère impression de l'encre. J'imagine qu'elle répétait sa pose devant le miroir, la tête penchée, le sourire répété. Dehors, je pouvais entendre le compte à rebours commencer pour le toast. 3, 2, 1. Les applaudissements ont de nouveau traversé les murs, suivis du clic des appareils photo. Je suis allé à la fenêtre, regardant à travers la vitre Valora lever son verre haut,
le visage brillant sous les guirlandes lumineuses. Sa voix sonna clairement. Cet endroit représente tout ce pourquoi j'ai travaillé. Mon pouls n'a pas augmenté. Mes mains n'ont pas tremblé. Je me sentais seulement calme, stable, calme, le genre de calme qui précède une tempête qui éclate sur une terre sèche. Elle a souri pour l'appareil photo. Toute dent dehors et triomphante. Et j'ai souri aussi, tranquillement, lentement, puissamment, pour la tempête qui arrivait. Lorsque la dernière voiture a quitté l'allée, le silence a planté ses dents. Ce n'était pas seulement silencieux. C'était une sorte d'absence. Un vide. Le genre de silence qui résonne plus fort que n'importe quelle voix. Le genre qui regarde, qui juge. La villa était de nouveau sombre et sans vie. Dépouillée de rire, de parfum et de fausse chaleur. Mais elle ne me semblait pas mienne. Pas encore. Pas après ce que j'avais entendu, pas après ce que j'avais vu. Les sols brillaient encore, polis par la serpillière du traiteur. L'air avait une odeur de champagne et de roses mourantes qui se heurtait à l'étendue froide et vide de mon couloir. Je suis resté là un moment, pieds nus sur la pierre importée, fixant les restes d'une nuit qui n'était pas la mienne pour commencer. Une fête pour Valora. Une célébration de quoi? De sa dernière tromperie. Dans la cuisine, des verres à moitié vides scintillaient encore avec des bulles plates. Des serviettes maculées de rouge à lèvres. Un talon laissé derrière, comme si Cendrillon s'était enfui en courant, ivre. J'ai versé le reste de champagne dans l'évier. Il a légèrement pétillé en disparaissant dans le drain. L'odeur me rappelait son rire. Léger et charmant en surface, gâté en dessous. J'ai pris la télécommande. L'écran au-dessus du réfrigérateur s'est animé. D'un seul bouton, le système intelligent a ouvert le flux des caméras de sécurité. Je me suis dirigé vers le garde-manger arrière, vers la petite pièce que personne ne voyait jamais. Pas de fenêtre, pas de décoration, juste des murs de moniteurs bourdonnant d'un jugement silencieux. C'est là que j'allais quand je ne voulais rien ressentir. Juste des faits, des séquences, des chronologies. Je me suis assise et j'ai commencé à rembobiner, image par image, seconde par seconde, jusqu'à ce que je les trouve. Là, la cuisine après que tout le monde soit parti. Maman et Valora. Le rouge à lèvres de maman était maculé. Ses perles légèrement de travers. Elle faisait tourner ce qui restait de sa boisson comme si elle en considérait la valeur. Valora était assise à côté d'elle, suffisante et lisse, faisant tourner une fourchette entre ses doigts comme si cela faisait partie d'une performance. « Fais-la se sentir mal, ma chérie, dit maman. » Sa voix n'était pas dure. Elle était tendre. Tu sais comment elle est. Elle ne résistera pas si elle pense qu'elle te fait du mal. Valora rit. Léger et cruel. S'il te plaît. Elle n'a pas de colonne vertébrale. Elle n'en a jamais eu. Sans colonne vertébrale. Autrefois, ces mots m'auraient coupé comme une lame, mais maintenant. Maintenant, il m'affûtait comme une pierre humide sur de l'acier. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas pleuré. Je les ai regardés siroter du champagne que j'avais acheté dans une cuisine que j'avais construite dans une maison à laquelle elles n'avaient jamais contribué, complotant, manipulant, utilisant, comme si j'étais un fardeau qu'elles devaient tolérer jusqu'à ce qu'elles puissent enfin me mettre de côté. J'ai appuyé sur enregistrer sur le clip, je l'ai étiqueté, pièce à conviction A. La partie juridique de moi, longtemps enfouie sous la loyauté et le traumatisme, s'est réveillée affamée. Le moniteur a de nouveau clignoté, une notification, un courrier transféré de mon ancienne boîte postale. J'ai hésité, puis je l'ai ouvert. À l'intérieur du scan numérique se trouvait un document juridique scellé par le greffier du comté. Accord d'intention de propriété partagée. J'ai cligné des yeux. Mon nom était à côté de celui de Valora, enlacé dans le genre de police élégante utilisé pour les invitations de mariage et les fonds de fiducie. Je me suis figé, puis j'ai zoomé. Ce n'était pas ma signature. Les boucles du dé étaient trop douces. Le R se courbait mal. La pression était inégale. Mais le cachet du notaire. Il était réel. Déposé. Daté. Il y a 2 semaines. Valora l'avait encore fait. Elle avait falsifié mon nom comme elle le faisait au lycée sur les autorisations de sortie, comme elle le faisait à l'université sur mes demandes de prêt, comme elle le faisait toujours quand elle voulait quelque chose. Et elle voulait toujours tout. J'ai fixé le document, son audace, la violation. Elle voulait rendre cette maison sienne légalement,
pas seulement voler la lumière de mes bougies d'anniversaire. Elle voulait le toit, les murs, l'acte de propriété. Et elle pensait que je ne me battrais pas. J'ai appuyé ma paume sur le bord du bureau. Froid, solide, le mien. J'ai inspiré lentement. Puis je me suis mise en mouvement. J'ai rassemblé le document. J'ai ouvert le scanner. Mon imprimante s'est animée, bourdonnant comme un petit moteur de guerre. Chaque page est sortie comme une arme. Des preuves, pas des émotions. Des dépliants avec son visage dessus, revendiquant un travail caritatif qu'elle n'a jamais fait. Ces annonces immobilières qui utilisaient ma maison comme une pièce maîtresse. Des publications sur les réseaux sociaux qui me peignaient comme la sœur généreuse, celle qui ne disait jamais non. J'ai tout scanné, téléchargé des sauvegardes sur 3 disques durs distincts, envoyé des copies sur un stockage en nuage. Mon pouls ralentissait à chaque action. C'était méthodique, concentré, pas de la rage, de la stratégie. Puis j'ai ouvert un nouvel email à Edouard, mon avocat. Sujet, activé. Chronologie confirmée. Preuve jointe. Avant d'appuyer sur envoyer, j'ai revu la séquence une fois de plus. La façon dont maman a souri quand elle a dit « fais-la se sentir mal ». La façon dont Valora a fait tournoyer ses cheveux comme si la scène était écrite pour elle. Puis j'ai de nouveau entendu la voix de maman, douce, presque aimante. La famille gère les choses discrètement, Valora. C'est la différence entre la dignité et le drame. J'ai fixé l'écran. Non, ai-je pensé. C'est la différence entre la vérité et le silence. J'ai appuyé sur envoyer. La pièce semblait plus fraîche. La maison a craqué en s'installant. De vieux os s'étirant après trop de mensonges. J'ai éteint les moniteurs, verrouillé les portes. Une par une, un rituel que je ne prenais jamais la peine de faire. Mais ce soir, tout avait changé. Dans le couloir, le clair de lune se déversait à travers les stores en fines tranches. J'ai regardé la lumière ramper sur le sol, puis je me suis tourné vers ma chambre. Quelque chose n'allait pas. L'air était trop calme, comme si quelqu'un y était resté trop longtemps, comme un parfum qui s'attardait. Puis je l'ai senti. Lavande. Je le savais avant de voir la note. Elle était posée sur mon lit. Pliée, nette, au coin parfait. Comme si elle avait pris son temps. J'ai regardé, sans la toucher. Pas tout de suite, j'ai juste regardé. Puis je l'ai prise. Son écriture se courbait sur la page en boucles arrogantes. Merci pour l'espace, sœurette. Bientôt, ce sera officiel de toute façon. Je t'aime. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Le papier tremblait dans ma main. Les bords devenant mous à cause de la sueur dans mes paumes. Elle avait été dans ma chambre. Elle avait touché mon lit, laissé une note comme si c'était un jeu, comme si elle était en train de gagner. Et elle croyait encore que je ne me battrais pas. Mais cette fois, l'encre ne se tacha pas de honte. Elle brûlait, parce que cette fois, je n'avais pas peur d'être traité de dramatique. Je n'avais pas peur d'être le problème. Cette fois, j'étais le problème. Et elle ne le savait pas encore. Mais elle le saurait bientôt. J'ai laissé la note sur la commode, intacte. Une seconde chance de la lire est passée comme du brouillard à l'aube, présente puis disparue. Toute sympathie ou douceur que j'aurais pu trouver dans ces mots avait expiré depuis longtemps. Je n'avais plus besoin de la comprendre, j'avais besoin qu'elle me comprenne. Le matin était encore une rumeur. Dehors, le ciel était d'un gris meurtri. Décidant encore s'il allait devenir jour ou se retirer à nouveau dans l'obscurité. Je suis descendu pieds nus. Les carreaux froids, une petite punition que j'accueillais. Les lumières de la cuisine, tamisées de la veille, projetaient de longues ombres étranges sur les comptoirs en marbre. C'était comme une maison différente, une fois dépouillée de chaleur et de sécurité. Elle ne contenait plus le silence de la paix. Elle portait la tension d'une embuscade. Je n'ai pas fait de café, je n'ai pas mis de musique. Je me suis assise à l'îlot, les coudes appuyés sur la pierre comme un soldat attendant dans une tranchée. Mon esprit se déplaçait plus vite que ma respiration. J'ai répété chaque mot que je pourrais dire, chaque regard que je donnerais, chaque ligne que je ne la laisserais plus franchir. Puis on a frappé. 3 coups doux, pas de sonnette, pas d'annonce, pas de demande. Je savais déjà. J'ai ouvert la porte et elle se tenait là. Karen, ma mère, portant son armure habituelle, un cardigan trop parfait pour le temps,
un rouge à lèvres trop doux pour l'heure, et un sourire qui portait 1000 menaces tacites. Dans ses mains, un gâteau soigneusement enveloppé dans une serviette en lin. Elle le berçait comme un symbole de paix. Mais je savais mieux. Les offrandes de paix arrivent rarement désarmées. « Bonjour, ma chérie », dit-elle, le terme affectueux se fissurant sous le poids de tout ce qui n'était pas dit. J'ai pensé qu'on pourrait prendre un café, discuter. Tu as toujours été la plus silencieuse. J'ai pensé que tu écouterais peut-être mieux que tu ne parles. Sans attendre, elle est entrée comme si elle possédait encore l'air dans mes poumons. Elle s'est déplacée dans la cuisine comme pour réclamer un territoire. A posé le gâteau comme un rituel. A lissé le tissu, le recouvrant d'un soin inutile. Un instant est passé, puis un autre. Aucune de nous n'a dépassé cette tension de surface, mais elle était déjà en train de jouer la comédie. Tu as été distante, commença-t-elle en se tournant vers moi. Et je comprends. Tu es sensible. Tu l'as toujours été. Mais nous sommes une famille, de Lara. On trouve des solutions. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas joué son jeu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti l'épaisse enveloppe. Le contrat à l'intérieur. Signé et scellé par Valora. Je l'ai laissé reposer dans ma main. Lourd, indéniable. Je ne le lui ai pas encore passé. Je l'ai laissé exister dans l'espace entre nous comme un pistolet chargé sur la table. Les yeux de Karen se sont tournés vers l'enveloppe, mais son sourire a tenu, à peine. Elle n'a jamais rien eu qui dure, dit-elle, comme si l'histoire était déjà écrite. Chaque homme qu'elle a aimé l'a quitté. Chaque travail, chaque appartement, toujours un désordre. Toi, par contre, tu prospères dans le feu. Tu retombes toujours sur tes pieds. Tu as construit cette maison. Tu as gagné ton nom. Tu es forte. Elle a fait une pause. Elle ne l'est pas, le voilà. L'appel enveloppé de manipulation, déguisé en préoccupation maternelle. Elle est manipulatrice, dis-je doucement. Et ce n'est pas nouveau. Karen cligna lentement des yeux. Puis vint le rire, dédaigneux, léger, le genre destiné à réduire ma conviction en quelque chose d'enfantin. Oh, allons. C'est ta sœur. J'ai posé l'enveloppe, je l'ai retournée pour qu'elle puisse voir les signatures, les dates, les termes. Une nuit, 100 personnes maximum. Pas de changement structurel, pas de branding, pas de couverture médiatique. Tu étais là quand elle l'a signé, juste là, près de la cuisinière. Tu as même versé le vin. Le regard de Karen ne tomba jamais sur le papier. Il resta sur moi, étudiant, calculant. Tu ne penses pas sérieusement à porter ça devant les tribunaux, dit-elle. Sa voix avait changé. Plus basse, délibérée. Pourquoi pas, ai-je demandé. Parce que nous ne faisons pas ça. Nous ne traînons pas la famille dans un enfer juridique. C'est honteux, de Lara. Ce n'est pas qui nous sommes. Alors arrêtez de me traiter comme si je ne faisais pas partie de cette famille. Elle a tressailli, à peine, mais je l'ai vue. Je me suis levé et j'ai tapé sur l'écran monté près du garde-manger. Le système de sécurité de la maison s'est animé. J'ai affiché les images de la cuisine de cette nuit-là. Nous avons regardé le moment où Valora a ri en signant le contrat, nous l'avons regardé lever son verre, nous avons regardé Karen applaudir et dire « ça va être parfait ». Juste parfait. Puis j'ai appuyé sur enregistrer. Le clip a été coupé et sauvegardé. Tu ne vas pas vraiment enregistrer ça, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Tu vas la ruiner, siffla-t-elle. Et pourquoi? De la fierté, quelques clauses dans un contrat. Non, répondis-je, la voix égale. Pour des limites. Et pour la première fois dans cette famille, la vérité. J'ai transféré le clip à Edouard avec un message. Elle a tenté d'annuler un accord signé sous pression, conservé pour référence juridique. Le visage de Karen se durcit, ses bras se croisèrent, ses yeux se plissèrent en fente d'acier. Tu choisis le papier plutôt que le sang. Je choisis la paix plutôt que les faux semblants. L'espace entre nous fut silencieux pendant plusieurs longues secondes. Pas de respiration, pas de clignement des yeux, juste de la compréhension, nette et finale. Elle se retourna sans un mot de plus et sortit. Pas même un regard par-dessus son épaule. La porte se referma doucement derrière elle. Le gâteau resta sur le comptoir, toujours emballé,
intact. Je ne l'ai pas déballé. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai laissé là, intact, comme une vieille vie enfin mise à nu, car certains cadeaux viennent avec des ficelles. Et je n'allais plus tirer sur des ficelles qui se bouclaient autour de ma gorge. Je suis resté là un long moment, regardant la lumière du jour devenir plus forte à travers la vitre. Elle réchauffait les armoires, peignait une lumière douce sur le sol, mais je ne la sentais pas. Je n'étais plus la fille qui se pliait pour garder la paix. Je n'étais plus la sœur qui absorbait le blâme pour que quelqu'un d'autre reste le favori. Je n'étais plus la femme qui confondait le silence avec la sécurité. S'il continuait à pousser, j'arrêterais d'être poli. Et maintenant, j'en avais fini d'être poli. Le son m'a réveillé avant l'horloge. Ce n'était pas le chant d'un oiseau ni le bourdonnement du trafic matinal. C'était un bruit grave, mécanique, délibéré, le genre de grondement qui rend les os de vos pieds lourds avant que votre cerveau ne rattrape complètement. Je me suis assise lentement, désorienté, puis j'ai glissé hors du lit pieds nus. L'air était froid avec cette immobilité particulière que l'on ne trouve qu'à l'aube. Le monde en sourdine. Je n'ai pas pris la peine d'allumer la lumière. Je n'en avais pas besoin. Le son m'attirait déjà vers la fenêtre comme un aimant. Depuis le couloir de l'étage, je l'ai vu. Un camion de déménagement de 8 mètres se frayant un chemin dans mon allée comme s'il avait une clé, avançant à 4 pattes comme s'il était chez lui. Audacieux, arrogant, final. Et puis elle est sortie. Jean blanc, chemisier blanc, talons hauts s'enfonçant légèrement dans le gravier, lunettes de soleil surdimensionnées, même si le soleil ne s'était pas encore levé, cheveux parfaitement lisses, peau éclatante de cette confiance tenace et coûteuse. Elle tenait un presse-papier dans une main comme un général et son téléphone dans l'autre comme une arme. Valora. Derrière elle, des hommes en uniforme ont sauté du camion avec une précision militaire. Ce n'étaient pas des membres de la famille. Ce n'étaient pas des amis. C'étaient des hommes de main transportant des boîtes que je n'avais jamais vues auparavant, empilées, étiquetées, emballées comme si elles avaient été emballées depuis des mois. Des couvertures de déménagement, de grandes caisses, un matelas scellé dans du plastique. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas appelé. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil aux fenêtres. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée comme si elle l'avait fait 100 fois dans son esprit. Et moi? Je ne me suis pas précipité pour la rencontrer. Je suis resté immobile, observant du haut des escaliers comme une enfant qui regarde des monstres, mais trop fatiguée pour avoir peur. Elle a sonné 3 coups brefs, puis a essayé la poignée de la porte. Verrouillée, bien sûr. Pourtant, elle s'est retournée et a fait un signe joyeux à son armée de déménageurs. « Donnez-moi 1 minute », a-t-elle crié. Elle est probablement juste à l'arrière. Pas de honte, pas d'hésitation, pas de pause pour se demander si elle en avait le droit. Ma main a trouvé la rampe et j'ai commencé à descendre les escaliers. Chaque pas délibéré, chaque pas une déclaration silencieuse. Pas aujourd'hui. L'odeur de gâteau à la vanille flottait encore dans l'air, un fantôme de la fête qui était devenu un champ de bataille. Elle se mêlait à la légère odeur de son parfum qui s'infiltrait par les fentes de la porte. Doux, envahissant, charme fabriqué. J'ai ouvert la porte lentement. Elle a souri comme si c'était une réunion de famille. Matin, a-t-elle gazouillé comme si nous étions dans une sitcom. J'ai apporté mes affaires. Je me suis dit, inutile d'attendre maintenant que toute la famille sait que j'emménage. Je n'ai pas souri, je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai même pas respiré dans sa direction. Je me suis simplement écarté. Elle est passée devant moi comme si elle possédait le sol sous ses pieds. Ses talons claquaient sur le carrelage avec un rythme trop fier pour être accidentel. Les déménageurs ont suivi son signal, transportant des boîtes étiquetées d'un marqueur noir épais. Chambre V, fourniture de bureau, verrerie, fragile, personnel, ne pas faire tomber. L'un d'eux portait même un petit tabouret en velours. Un autre une valise de la couleur du sang. Et puis une voix du couloir. Froide, finale. En fait, Madame Mantro, vous êtes en infraction. Valora se figea. Je n'ai pas eu à me retourner pour savoir de qui il s'agissait. Édouard est sorti de la chambre d'amis, impeccable dans un costume bleu marine, un épais dossier à la main. Sa cravate n'était pas seulement droite. On aurait dit qu'il n'avait jamais connu autre chose que la symétrie parfaite. Son expression était indéchiffrable, professionnelle, impassible. Valora cligna des yeux, sa bouche se tordant en un sourire confus et impatient. « De quoi parlez-vous » Édouard lui tendit le dossier.
Ordonnance de ne pas faire. Cette maison est la propriété légale et intégrale de Madame de Laranoire. L'accès vous a été accordé pour un rassemblement privé unique seulement. Tout ce qui va au-delà est une rupture de contrat constituant une entrée illégale et une tentative de possession frauduleuse. Elle ne prit pas le dossier. Elle le fixa simplement comme s'il était écrit dans une autre langue. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je le suis, répondit doucement Édouard. Et le tribunal aussi. Si nous devons aller plus loin. Son audace se fissura légèrement. Vous me poursuivez en justice? Non, dis-je, ma voix égale. Je protège ce qui m'appartient. Ses yeux se plissèrent et le masque commença à tomber. Mais maman a dit. Je levai la main, l'arrêtant à mi-phrase. Maman ne possède pas cette maison. Toi non plus. Les déménageurs s'étaient arrêtés. Au milieu du couloir, attendant clairement un signal. L'un d'eux chuchota quelque chose. Un autre hocha la tête. Ils commencèrent à ramener les boîtes vers le camion. Valora se retourna, la fureur s'épanouissant sur son visage. Non, personne ne bouge. Continuez à décharger. Édouard ne s'y a pas. Il sortit son téléphone, tapa quelques fois, puis leva les yeux. L'email est parti il y a 10 minutes. Sujet, cette villa n'a qu'un seul propriétaire. Son souffle se coupa. Édouard continua, imperturbable. Les invités de votre fête ont reçu des captures d'écran du contrat d'événement que vous avez signé, une copie de l'acte de propriété et un court clip vidéo de vous disant au personnel, et je cite, « Ce sera à moi de toute façon. » C'est jour rougir. Non pas d'embarras, mais de rage. Vous ne pouvez pas m'humilier comme ça. Vous l'avez fait vous-même, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle tomba comme un marteau. Et puis, comme invoqué par le drame lui-même, un autre moteur s'est garé dans l'allée. Karen. Elle est sortie de la voiture lentement, prudemment, comme si elle savait déjà que quelque chose avait mal tourné. Elle s'est dirigée vers la maison, les talons doux sur le gravier, la main serrant son sac plus fort que d'habitude. Lorsque la porte d'entrée s'est de nouveau ouverte, la température de la pièce a changé. Valora se tourna vers elle comme une enfant désespérée de renfort. Dis quelque chose, maman. Dis-lui qu'elle est cruelle. Karen se tenait juste sur le seuil. Ses yeux passèrent de moi à Édouard, puis à Valora, et enfin aux boîtes à moitié retournées toujours dans le couloir. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Elle ne la défendit pas. Elle ne me blâma pas. Elle n'a rien fait pour arrêter quoi que ce soit. Elle est juste restée là. À ce moment-là, le silence entre la mère et la fille était plus fort que n'importe quelle gifle, n'importe quel cri, n'importe quelle tempête. La bouche de Valora s'ouvrit à nouveau, mais quel que soit l'argument qu'elle construisait, il se brisa dans sa gorge et mourut. Pour la première fois, peut-être pour toujours, elle avait l'air petite. Pas humble, pas désolée, juste prise au piège. Je vais appeler le reste de l'équipe, dit Édouard en se retournant dans le couloir. Les déménageurs reprirent sans un mot le rangement de ses affaires. Valora se retourna une dernière fois vers moi, les yeux pleins de trahison, comme si je lui avais arraché quelque chose des mains. Mais je n'avais rien pris. J'avais simplement refusé de me rendre. Elle sortit en trombe, ses talons claquant d'indignation. La porte claqua. Le silence persista. Karen resta immobile un moment de plus. Puis finalement, doucement, elle dit, « Tu n'étais pas obligé de le faire comme ça. » « Si, dis-je. » Elle hocha la tête, plus pour elle-même que pour moi. Puis elle se dirigea vers la fenêtre, regardant sa plus jeune fille être escortée hors de la propriété par sa propre illusion. Je suis monté sans un mot de plus. En arrivant en haut du palier, je me suis retourné une fois de plus pour regarder le hall vide. Cette maison était la mienne, et maintenant tout le monde le savait enfin. La semaine suivante se déroula en fragments, des dépôts de plaintes, des échanges de mets, des nuits blanches à écouter le bourdonnement du réfrigérateur. Édouard appelait tous les matins avec des mises à jour, sa voix calme, détachée, efficace. Ils fixeront l'audience à mardi, dit-il. Apportez tout ce dont nous avons discuté. Mardi arriva. Le palais de justice sentait le papier et le désinfectant. Cette odeur stérile qui essaie trop de masquer le jugement. Je me suis assise dans le couloir devant la salle d'audience 3. Un dossier de preuves posé sur mes genoux. Valora arpentait le couloir comme une artiste en cage, ses talons claquant contre le carrelage,
le téléphone collé à l'oreille. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine et une nuance de rouge à lèvres qui criait le contrôle. Elle avait l'air de sortir d'un magazine de mode intitulé « Les femmes qui gagnent ». Mais on ne répare pas la fraude avec la mode. Elle m'a jeté un coup d'œil, les yeux pleins d'un venin déguisé en pitié. « Tu veux vraiment faire ça en public ?» demanda-t-elle assez fort pour que les gens l'entendent. « Je n'ai pas rendu ça public, dis-je. Tu l'as fait quand tu as invité la moitié de Scottsdale chez moi. » Sa mâchoire se crispa. Elle se détourna. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air semblait plus lourd, le genre qui fait chuchoter les gens même quand personne ne parle. Le juge était assis, le dos droit, les lunettes perchées bas. Édouard se tenait à côté de moi, feuilletant des pages comme un homme dirigeant un orchestre. Il commença calmement. « Votre honneur, les preuves parlent d'elles-mêmes. » Et c'était le cas. Il a diffusé les images de mes caméras de sécurité. Valora dans ma cuisine, riant avec maman, un verre de champagne à la main. Le sourcil du juge se leva légèrement. Puis le contrat falsifié apparut sur l'écran du projecteur, ma signature à côté de la sienne, l'inclinaison fausse, la pression du stylo différente. Édouard parla d'un ton égal. Nous avons confirmé par analyse graphologique que la signature appartenant à Madame Noire a été falsifiée. De plus, ma cliente a reçu une communication de Madame Mantro revendiquant la propriété partagée de cette propriété, ce à quoi elle n'a jamais consenti. Cela constitue une tentative de transfert frauduleux. Valora essaya d'interrompre, mais sa voix se cassa. C'est ridicule. C'était un malentendu. Le juge ne leva même pas les yeux. Asseyez-vous, mademoiselle Mantro. Elle s'enfonça dans son siège. Édouard cliqua sur la diapositive suivante. Des captures d'écran de ses publications publiques, le dépliant de l'événement, l'email de masse déclarant le « domaine privé de Valora Mantro ». Le juge expira lentement par le nez. Ce tribunal trouve les preuves d'intention de fausse déclaration de propriété convaincante, dit-elle. Je statue en faveur de la plaignante. La fraude est confirmée. Des sanctions civiles s'appliqueront. Madame Mantro, vos actions ont des conséquences juridiques et financières. Le visage de Valora devint vide. Pour une fois, elle n'avait pas de ligne à lire. Le marteau frappa le bois, net et final. Quand ce fut terminé, je me tenais dans la cour, les dossiers toujours à la main. Le soleil de l'Arizona pesait comme un jugement lui-même. Édouard me serra la main, professionnel et bref. Vous avez bien fait, dit-il et parti. Valora s'attarda près des marches, fixant son téléphone, appelant probablement maman. Elle semblait plus petite que je ne m'en souvenais, pas plus jeune, juste diminuée. Je suis passé devant elle sans parler. Dehors, la chaleur miroitait au-dessus du parking. La voiture de Karen était garée sous un palmier mourant. Elle était assise au volant, me regardant. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle ouvrirait la portière. Elle ne l'a pas fait. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Sa voix tremblait mais ne se cassa pas. Tu as humilié ta sœur, dit-elle. La famille a honte de toi. Je me suis assise sur le canapé, regardant par la fenêtre. Non, dis-je doucement. Vous avez honte que je ne me sois pas laissé effacer en silence. Il y eut un silence, puis le son doux de sa respiration, puis rien. La ligne est morte. Le lendemain matin, les messages ont commencé à arriver. Cousin, tante, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Pourquoi ne nous as-tu pas dit ce qu'elle préparait? Nous avons toujours pensé que Valora était dramatique, mais ça. Ta mère dit que tu as tout falsifié. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de la vengeance. C'était du chagrin à l'envers. Au lieu de pleurer ce que j'avais perdu, je pleurais ce que j'avais toléré. Les jours ont passé. L'histoire s'est répandue. Le cabinet de relations publiques pour lequel Valora travaillait en freelance a publié une déclaration. Nous avons suspendu notre collaboration en attendant un examen interne. Ses clients l'ont lâché. Sa cote de crédit a chuté. Et elle ne m'a toujours pas appelé. Une semaine plus tard, je l'ai revue. C'était un samedi matin. Le camion d'entretien du syndic s'est garé devant la villa, déchargeant le personnel de nettoyage pour le grand ménage hebdomadaire. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je me suis figé. Valora est sortie du camion, pas vêtue de blanc cette fois, mais d'une chemise d'uniforme grise et de gants en latex. Elle n'a pas levé les yeux. Elle ne m'a pas vu.
Elle s'est agenouillée sur les carreaux du patio, frottant avec une brosse, sa queue de cheval se balançant à chaque mouvement. Les mêmes carreaux dont elle s'était un jour vantée d'avoir choisi pour son domaine de rêve. Je l'ai regardée en silence, le café refroidissant dans mes mains. Pas de colère, pas de satisfaction, juste la lente prise de conscience que certaines leçons s'écrivent d'elles-mêmes. Et elle lisait enfin la sienne. Elle l'appelait autrefois son domaine de rêve. Maintenant, ce n'était qu'un autre arrêt sur son itinéraire de nettoyage. Je me suis détourné lentement de la fenêtre, laissant le rideau se refermer derrière moi comme la dernière ligne d'un chapitre qu'il n'était pas nécessaire de relire. Dehors, le ciel était de ce gris doux qui ne promet rien. Pas de pluie, pas de chaleur, juste un miroir de la façon dont tout était devenu calme à l'intérieur de la maison. Je n'ai pas regardé finir de frotter les carreaux de la cuisine. Je n'en avais pas besoin. Il y a des moments que l'on apprend à ne pas regarder trop longtemps. Non pas parce qu'ils sont douloureux, mais parce qu'ils confirment ce que l'on savait déjà au fond de soi. Et j'ai fait semblant de ne pas le savoir. C'était l'un de ces moments. Ses genoux sur le sol, ses mains frottant comme une pénitence. Comme si peut-être, si elle le rendait assez impeccable, elle disparaîtrait dans le coulis et n'aurait à répondre de rien. Mais je ne frottais plus rien. Je regardais ce qui restait. La maison était redevenue silencieuse. Pas silencieuse comme avant, quand le silence était le bruit des œufs sur lesquels on marchait et la tension derrière chaque poignée de porte. Non, c'était différent. C'était le genre de silence qui ne demandait pas à être rempli. Le genre qui ne suppliait pas la musique pour distraire ou une télévision pour noyer la culpabilité dans les murs. J'ai erré pieds nus dans le couloir, sans même me rendre compte que je traçais les bords du mur du bout des doigts. La peinture était chaude. Pas physiquement, non, mais comme si elle avait cessé de retenir son souffle. Comme si les murs exhalaient enfin quelque chose qu'ils avaient été forcés de retenir pendant des années. Des rancunes, des ressentiments, des mensonges trop polis pour être appelés ce qu'ils étaient. Elle pensait que je ne remarquais pas ces mensonges, mais j'avais chaque manipulation enrobée de sucre. Chaque petit vol déguisé en innocence. Chaque « oh, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» suivi du bruit de quelque chose qui manque. J'ai tout remarqué. Pas seulement les choses qu'elle a prises, mais la façon dont elle m'a fait sentir que le laisser-faire était le seul moyen de garder la paix. Et j'ai gardé cette paix comme un soldat. La tête baissée, les lèvres scellées, attendant une meilleure guerre à mener. Je n'étais juste pas prête à arracher ces mensonges à la racine. Pas jusqu'à maintenant. En milieu de matinée, on a frappé. Pas frénétique, pas autoritaire, juste trop lent. Des coups délibérés sur le bois comme quelqu'un qui sonne une cloche pour la dernière fois. J'ai ouvert la porte et là se tenait Adalia. Elle portait un cardigan gris qui pendait lâchement sur ses épaules, le genre de vêtement qui se souvenait de chaque couloir qu'il avait traversé. Dans sa main se trouvait un sac en toile qui avait connu des jours meilleurs. Mais ses yeux, ils étaient plus clairs que je ne m'en souvenais. Ni doux, ni durs, juste finis. Comme s'ils avaient cessé de prétendre qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils avaient toujours vu. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Nous avions dépassé la partie performative de notre relation. Elle a simplement hoché la tête et a cherché dans son sac, sortant une feuille de papier pliée, jaunie par le temps et au bord qui s'était recourbé de la façon dont la vérité résiste à être cachée trop longtemps. Votre grand-mère a écrit ceci, dit-elle, la voix ferme. Avant de décéder, elle m'a demandé de le garder en sécurité. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance à la façon dont les autres tourneraient les choses. Mes doigts tremblaient en le prenant. Une partie de moi ne croyait pas que c'était réel. Pas seulement le papier, mais le moment. Que quelque chose dont j'avais rêvé, quelque chose que j'avais secrètement désiré, pouvait réellement arriver un mardi matin sans prévenir. J'ai déplié le papier. C'était là, son écriture. La même écriture en boucle que je connaissais des cartes d'anniversaire et des recettes de biscuits aux pépites de chocolat. Elle semblait presque trop familière, trop douce pour contenir le genre de vérité que j'espérais. Mais c'était le cas. À ma petite fille, Delara, cette maison t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Peu importe ce que quiconque dit, ne laisse personne prendre ce que tu as construit. Il y en avait plus. Des termes juridiques, une écriture griffonnée et tremblante, une signature, un nom de témoin que je reconnaissais, un voisin décédé l'année suivante. La date était d'avant que Valora n'ait même 10 ans. Avant qu'elle ne puisse comploter, avant qu'elle ne comprenne l'héritage, avant que les mots « tuteur légal » ne deviennent un jeu de pouvoir.
J'ai pressé le papier contre ma poitrine, non pas pour pleurer, mais parce que c'était comme une armure, comme si quelque chose de vieux et de sain se tenait enfin à mes côtés, me chuchotant, « Tu n'as jamais été folle de te battre pour ça. » Adalia posa doucement une main sur mon épaule. Pas lourde, juste assez pour m'étudier. Elle savait qui tu étais, dit-elle. Elle ne pouvait juste pas parler plus fort que le bruit que les autres faisaient. Nous sommes restés là en silence. Le genre de silence qui ne fait pas mal. Le genre de silence qui ressemble à la dernière respiration d'une tempête qui est enfin passée. Ce soir-là, le téléphone a de nouveau sonné. J'ai vu le nom et j'ai répondu. Elle est humiliée, a dit Karen, sa voix fine, cassante, comme quelque chose de fragile, faisant semblant de ne pas être déjà cassée. Elle travaille au salaire minimum, nettoyant des maisons. C'est ce que tu voulais, de Lara? La voir tomber si bas. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé les mots flotter dans l'air, déballés. J'ai tourné les yeux vers la maison autour de moi. La mienne, non pas achetée avec de l'argent, achetée avec de la résolution, avec de la vérité, avec un « non », quand tout le monde s'attendait à ce que je reste petite et silencieuse. Non, ai-je dit calmement. Je voulais ne pas avoir à défendre ce qui était déjà à moi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Il y eut une pause, une hésitation qui ressemblait presque à du regret. Peux-tu lui pardonner? J'ai fermé les yeux un instant, non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je la connaissais. Ce n'est pas à moi de le faire. Et j'ai raccroché. Plus tard dans la nuit, je me suis assise à la table de la salle à manger. Le testament était posé à côté de moi, aplati sous un presse-papier en verre en forme de pomme de pin. Quelque chose que ma grand-mère disait lui rappelait la résilience. Comment quelque chose de si rugueux pouvait encore contenir des graines? Des graines qui attendaient patiemment de pousser dans le feu. L'air dans la villa était calme, pas le genre de calme qui précède le chaos. Le genre qui vient après. Les murs ne résonnaient plus de choses qui n'avaient pas leur place ici. La cuisine ne portait plus de chuchotements qui n'étaient pas les miens. La porte d'entrée ne donnait plus l'impression de pouvoir me trahir. Je n'ai pas vérifié les serrures 2 fois cette nuit-là. La lumière du pendentif s'étalait sur la table dans une douce lueur ambrée, attrapant les bords du papier, et l'air était pur. Pas d'eau de javel, pas de bougie, mais parce que les gens qui avaient essayé de tâcher étaient partis. Certaines maisons se nettoient d'elles-mêmes, pas avec du savon, pas en frottant, mais en laissant partir ce qui n'a jamais appartenu à l'intérieur en premier lieu. Le soleil du matin toucha les carreaux de la cuisine comme un murmure, doux, sans se presser. Je m'appuyai contre l'îlot, laissant le calme s'installer dans les os de la maison et les miens. La villa ne ressemblait plus à une scène de crime. Elle ne ressemblait plus non plus à un champ de bataille. Elle tombait simplement intacte. Un mois s'était écoulé. Depuis le tribunal, depuis le seau de nettoyage, depuis le silence qui en disait finalement plus que n'importe quelle défense n'aurait jamais pu. Un mois depuis que j'avais réalisé que la paix n'entre pas toujours dans votre vie comme une célébration. Parfois, elle arrive comme un soupir, une dernière expiration après que vous ayez retenu votre souffle pendant des années. Pas d'appel, pas de lettre, pas de message urgent demandant une seconde chance au nom des liens du sang. La sonnette n'avait pas sonné. Personne n'avait crié depuis l'allée. Le bruit s'était éteint au moment où j'avais arrêté de lui ouvrir la porte. Le silence n'est pas arrivé par hasard. Je l'ai choisi. Et en le choisissant, j'ai réalisé à quel point il y a de pouvoir dans l'absence. J'avais loué l'aile ouest à un couple de retraités. Des jardiniers silencieux, polis, à la voix douce qui taillait les haies au rythme du chant des oiseaux. Ils ne posaient pas de questions. Ils n'organisaient pas d'événements. Je n'avais pas besoin d'expliquer les fissures dans l'allée ou la tension qui vivait encore dans les coins de certaines pièces. Ils traitaient l'espace avec respect, et c'est tout ce que j'avais toujours voulu. J'ai gardé la suite parentale d'origine pour moi. Je n'avais pas besoin de plus d'espace. Juste la partie que j'avais construite, gagnée, pour laquelle je m'étais battu. Une partie qui avait autrefois été remise en question, presque prise, enterrée sous de faux papiers et des sourires tordus. Mais plus maintenant. Maintenant, je m'y déplace librement, pieds nus. Le bois frais et indulgent sous mes pieds. Cet espace était le mien, incontesté. La guérison n'est pas bruyante. Elle ne vient pas avec des applaudissements ou de la reconnaissance. La guérison, j'ai appris, est plus silencieuse que ça. C'est dans le choix de rester immobile.
de laisser la journée commencer sans se précipiter pour prouver que l'on va bien. C'est de savoir ce qui vaut la peine d'être gardé et de laisser le reste disparaître. Le placard du couloir contenait encore quelques boîtes oubliées. Je n'avais pas osé les ouvrir depuis des années. Mais aujourd'hui, le calme m'en a donné la permission. Je l'ai ouvert lentement. La poussière s'accrochait au carton comme un souvenir réticent à s'estomper. J'ai sorti celui étiqueté « Plans originaux ». Collé à l'intérieur du rabat se trouvait une photographie que je n'avais pas vue depuis une décennie. Moi, debout devant la villa le jour de la fin de la construction. Une queue de cheval crépue par la chaleur. Un plan roulé dans une main. La sueur tachant le col d'une chemise que je ne possédais plus. J'avais l'air épuisé, brut, réel. Il n'y avait pas de filtre dans cette image, pas de sourire soigné, juste une femme qui avait construit quelque chose et se tenait devant. Je l'ai encadré cet après-midi-là et je l'ai accroché là où l'enseigne au néon rose de Valora brillait autrefois. L'enseigne avait été un symbole de possession, d'affirmation, une demande d'attention qui ne s'était jamais senti méritée. Je l'ai enlevé, non pas de rage, mais de soulagement. Ce n'était plus à moi de la porter. Cette photographie, par contre, l'était. C'était une version de moi qui n'avait pas besoin de crier pour être vue. Dans le coin de la pièce, j'ai placé le vase de ma grand-mère. Je l'avais trouvé derrière l'étagère de service, enveloppé dans une serviette qui sentait légèrement la lavande. Fissuré, mais entier. Je l'ai tourné de manière à ce que le côté endommagé soit visible, non pas pour le cacher, mais pour honorer ce qu'il avait maintenu ensemble. Les lignes de colle brillaient faiblement à la lumière du matin. Imparfait, honnête, beau. Certaines fissures ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont la preuve de la survie. 3 jours plus tard, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture cursive tremblante. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir d'où elle venait, mais je l'ai fait. Lentement, prudemment, comme quelqu'un qui désamorce un piège. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire. Pas la mienne, la sienne. Celle de Valora. Il n'y avait pas de RSVP, pas de plaidoyer, pas d'excuses, juste une seule phrase flottant au centre de la carte comme si elle n'avait besoin de rien d'autre. Peut-être que cette année, on recommence à zéro. Je l'ai lu une fois, puis une autre, puis je l'ai placé dans le tiroir avec le contrat falsifié, les documents juridiques et la piste de mère imprimée qui marquait chaque manipulation, chaque menace enveloppée de sentiments. Je ne l'ai pas déchiré. Je ne l'ai pas encadré non plus. Je ne cherchais pas une autre performance. Je ne recevais pas une rentrée par la porte arrière de la culpabilité. J'avais besoin de paix, et la paix était silencieuse. Le lendemain matin, je me suis assise sur le porche arrière, une tasse de thé réchauffant mes mains. Les agrumes se balançaient avec la brise, le genre de brise qui se déplace comme si elle savait qu'elle avait toute la journée pour arriver où elle allait. Lente, stable, certaine. J'ai regardé les montagnes au-delà de la clôture. Pas pour des signes, pas pour des présages, pas pour des messages écrits dans les nuages, juste pour me rappeler que le monde était plus grand que mon histoire, plus grand que la trahison, plus grand que le besoin de faire comprendre à quelqu'un d'autre ce qu'il avait brisé. Je n'attendais plus d'excuses. Je ne gardais pas de place pour la réconciliation. Je m'étais fait de la place pour moi-même et pour le calme qui a suivi. Je n'avais pas besoin de pardon pour avancer. Je n'avais pas besoin de reconnaissance pour récupérer mon nom. Je n'étais plus brisé. J'étais changé. Et c'était suffisant. La paix ne signifiait pas oublier. Elle signifiait se souvenir avec clarté. Elle signifiait regarder en arrière sans ciller. Elle signifiait remettre les morceaux de ma vie ensemble. Non pas comme ils étaient, mais comme ils méritaient d'être. Et cela signifiait que je pouvais enfin dire que j'appartenais ici. Non pas parce que quelqu'un me l'avait permis. Non pas parce que je m'étais battu le plus fort. Mais parce que je me souvenais, au plus profond de la moelle de mon être, que j'avais toujours appartenu. Même quand ils ont essayé de m'effacer, même quand ils ont utilisé mon silence comme preuve que je n'avais rien à dire. Maintenant, le silence était le mien. Pas leur absence, pas leur exil. Le mien. Et il était rempli de vérité. Parfois, la paix ne vient pas du pardon. Elle vient du fait de se choisir enfin soi-même. Avez-vous déjà eu à défendre ce qui vous appartenait déjà juste pour être cru? Dites-le moi dans les commentaires, car je sais que je ne suis pas la seule.